Salut, c'est Théo. Un camp de vacances pour enfants perdu au milieu de la forêt avec un tueur qui rôde dans le coin. On pourrait croire à un pitch de film d'horreur, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais vous parler de la véritable histoire d'un drame qui s'est produite dans le camp Scott, où 3 jeunes filles venues passer quelques semaines en vacances ont été retrouvées mortes, assassinées par un tueur. L'horrible histoire que vous allez entendre est bel et bien réelle. Elle se passe aux États-Unis, dans l'état de l'Oklahoma, plus précisément proche de la ville de Locust Grove. Le camp de vacances réservé aux filles, Camp Scott, est un immense camp de vacances qui est destiné au divertissement, au repos, à l'apprentissage. Il accueille des centaines de pensionnaires chaque été. Nous sommes en 1977, c'est la 49e saison d'ouverture du camp. L'été commence et les festivités démarrent. Au programme, c'est piscine, feu de camp, balade, jeux, enfin un camp, on va dire classique à l'américaine, comme on peut les voir dans certains films. Mais cet été 1977 ne va pas se passer comme les autres. L'histoire commence 2 mois avant l'ouverture du camp. Les équipes étaient sur place, elles étaient en pleine préparation et en pleine formation de cette 49e saison qui allait commencer. Les animateurs qui étaient en cours de formation étaient pour la plupart des étudiants qui faisaient un job d'été et qui venaient au camp pour s'occuper justement des pensionnaires qui allaient arriver. Gardez bien ça en tête que c'était des étudiants, ça pourra vous aider à comprendre par la suite le pourquoi du comment, de leur agissement, mais ils n'étaient pas des professionnels de l'animation et de la sécurité. Voilà. Pendant cette période de formation et de préparation, le conseiller et responsable du camp s'est rendu compte que sa cabine avait été forcée et toutes ses affaires à l'intérieur ont été retournées. Quelqu'un était donc entré dans sa cabine. L'intégralité de ses affaires avait été retournée, saccagée complètement. Rien n'avait disparu sauf une seule chose, des donuts qui étaient dans sa cabine. Il y avait seulement les donuts qui avaient été volés et mangés et l'emballage est resté sur place. Mais en tout cas, si rien n'avait été volé dans la cabine, si ce n'est les donuts, il y a une chose qui avait été rajoutée et qui était un peu inquiétante, c'était un mot. Et sur ce mot, il était écrit: nous sommes en mission pour tuer 3 filles. En plus de ce mot qui n'était pas très rassurant, hors de la cabine et sur la propriété du camp, il y a eu un faux cadavre qui a été retrouvé pendu à un arbre. Cet événement un peu étrange, ça n'a pas spécialement inquiété les équipes du camp qui ont pensé que c'était une blague, que l'un de leurs collègues avait fait une blague et ils ont décidé de continuer à la préparation de la saison. « 12 juin 1977, le camp ouvre officiellement ses portes et des dizaines de bus arrivent. Des bus arrivent, le camp se remplit et chaque fille est attribuée à une cabine qui va être son campement pendant les semaines à venir. Le camp, il est juste énormissime, il est énorme, il est immense et c'est pour ça qu'il est réparti en plusieurs zones. Il y en a 11 plus précisément. Pour s'y retrouver plus facilement, chacune de ces 11 zones porte un nom et ce nom est issu d'une ancienne tribu native américaine. Parmi ces centaines de jeunes filles qui venaient d'arriver, 3 d'entre elles vont connaître l'enfer et vont vivre ce que l'être humain peut subir de pire. Ces 3 jeunes filles sont Laurie Lee Farmer, 8 ans, Doris Denise Milner, 10 ans, Michelle Iserguz, 9 ans. Quelques heures après leur arrivée, un terrible orage va frapper le camp, obligeant tous les pensionnaires à rentrer dans leur zone d'affectation et à retourner dans leur tente une fois avoir dîné.
C'est le cas des 3 jeunes filles que je vous ai présentées. Elles étaient dans la zone Kiowa qui se trouve plus ou moins à gauche au centre du camp de vacances. Cette zone, elle était composée de 7 tentes qui étaient espacées les unes des autres et la tente des filles était la tente numéro 7. C'est celle qui se trouve le plus à droite, qui est le plus à l'écart notamment et le plus éloigné de la tente des animateurs responsables du camp Kiowa. Cachée entre les arbres de la forêt et sans réellement de visibilité, la tente des animateurs n'était pas en mesure de voir celle des 3 filles. Durant ce soir d'orage et dans leur tente, les filles ont décidé d'écrire des lettres à leurs parents. Franchement, la lettre de Denise était ultra inquiétante et sans même le savoir, ça a été les derniers mots qu'elle a pu adresser à ses parents. Je n'aime pas le camp, c'est horrible. Maman, je ne veux pas rester au camp pendant 2 semaines. Je veux rentrer à la maison voir Cassie et les autres. Il est entre 2h et 4h de la nuit. Les 3 fillettes dorment tranquillement lorsqu'une personne s'approche de leur tente. Cette personne entre à l'intérieur de la tente, les assassine puis les viole. Une fois le massacre terminé, le tueur prend le cadavre des jeunes filles et les déplace à quelques centaines de mètres de leur tente en plein milieu de la forêt. Durant cette nuit, les personnes qui se trouvaient dans la zone Cherokee du campement étaient dans leur tente, elles dormaient et certains d'entre eux ont cru entendre des sortes de bruits de gémissements qui provenaient de la forêt. Dans le doute et après avoir fait un tour de la zone, les animateurs responsables de cette zone ont décidé de retourner dans leur tente et de recontinuer à dormir parce qu'ils ne savaient pas réellement ce que c'était et ils ont cru que ça pouvait potentiellement être des bruits d'animaux. Quelques minutes après ça, le hurlement d'un enfant qui appelait sa mère a été entendu. Mais comme il faisait nuit, l'animatrice qui était responsable de ce camp a préféré rester dans sa tente, premièrement parce qu'elle a cru que c'était un enfant qui faisait un cauchemar et qui appelait sa mère, mais surtout la raison principale, c'est parce qu'elle n'osait pas aller dehors, parce qu'elle avait trop peur. Elle refusait d'aller toute seule explorer dans la forêt avec le bruit qu'elle venait d'entendre, et comme elle avait peur d'aller toute seule, elle voulait pas demander à un de ses collègues par honte et parce qu'elle pensait qu'ils allaient se moquer d'elle. Elle a donc rien dit et elle est partie se recoucher. Ça a été pour elle, comme elle le dit, la pire décision de sa vie. Didn't want to go over and have it jump out of the bush at me or something. So I turned around and went back and walked the tents, walked around the unit, and everything was quiet. All the tents were quiet, and I went back to bed and went to sleep. Pour rappel, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les animatrices qui étaient au camp n'étaient que des adolescentes pour la plupart d'entre elles. Elles faisaient simplement un job étudiant. On n'a donc pas spécialement ce genre de réflexe d'animateur et de secouriste quand on commence juste un job étudiant comme celui-ci. Mais surtout, au-delà de ça, c'est quelque chose qui est arrivé à des gens comme vous et moi, et jamais en pleine nuit on peut s'imaginer qu'un tueur est en train d'assassiner plusieurs pensionnaires dans la forêt. On peut pas s'imaginer quelque chose pareil. 6h30 au matin du drame. Une animatrice se dirige en direction des douches et sur son chemin, elle aperçoit au loin quelque chose d'étrange qui l'interpelle. Elle s'y approche de plus en plus, elle découvre dans un premier lieu que c'est un sac de couchage. Elle s'approche à nouveau du sac et à l'intérieur, elle aperçoit un corps nu, rué de coups et sans vie. C'était le corps de Doris, l'une des 3 fillettes. Maman, je ne veux pas rester au camp pendant 2 semaines. Les autorités ont immédiatement été appelées et se sont rendues sur place. On a découvert par la suite le corps des 2 autres fillettes qui étaient non loin de celui de Doris. Laurie et Doris étaient attachées les mains et les pieds dans le dos. Michelle, elle, n'avait pas été attachée, elle avait été étranglée par le tueur. Le reste du camp et des jeunes filles, elles n'ont pas été averties du drame. Je pense que déjà c'était pour les protéger de ce qui s'était passé, mais également surtout parce que personne ne s'était rendu compte de ce qui venait de se produire dans la nuit. Ils ont donc tous été amenés à l'écart du camp pour y faire des activités avec les autres animateurs,
Pendant ce temps-là, des bus étaient en route pour venir les récupérer et les ramener au point de rendez-vous pour qu'ils puissent retourner dans leur famille. Les familles, elles, avaient simplement été averties qu'il y avait eu un problème et qu'il fallait revenir chercher en urgence leurs enfants. Et d'ailleurs, c'est également de cette même façon que les parents des 3 jeunes fillettes tuées ont été avertis. On leur a juste prévenu qu'il y a eu un incident avec leur fille qui devait venir immédiatement se rendre au camp. En arrivant sur place, ils ont commencé à s'inquiéter parce qu'ils ont vu la police partout, ils ont vu des bandeaux avec des scènes de crime et ils n'ont pas réellement compris. Et c'est uniquement lors d'une réunion de crise avec toute l'équipe du camp qu'ils ont appris que leur fille avait été assassinée la nuit précédente. Forcément, c'est logique, mais une enquête a été ouverte juste après pour savoir qui était là ou les personnes qui avaient assassiné ces fillettes. Mais très rapidement, il y a commencé à avoir du désordre dans l'enquête et c'est là que tout a commencé à devenir un peu flou, un peu étrange, où on n'a plus rien compris. On va quand même resituer, mais là, on se trouve à la fin des années 1970 et on n'a pas, à l'époque, toutes les technologies et tout le savoir-faire qu'on a aujourd'hui pour agir sur une scène de crime et pour récupérer ce qu'on a à récupérer pour en faire les meilleurs indices possibles. Il y a énormément d'erreurs qui ont eu lieu, qui auraient pu être totalement évitées sur la scène de crime, notamment elle n'a pas été entièrement fermée. Ça veut dire que tout le monde pouvait passer sur la scène de crime comme il le voulait, les personnes qui faisaient partie de l'enquête bien sûr, mais tout le monde passait, repassait sur des traces de pas, ça effaçait donc potentiellement les traces de pas du tueur. Donc c'était un peu flou, c'était bizarre, c'était étrange comme truc. C'est pareil, mais du coup, les personnes qui étaient sur la scène de crime touchaient les tentes, etc. Ce qui fait que ça laissait leur propre ADN sur un endroit où justement il fallait essayer de trouver le bon ADN. C'était un peu flou, c'était bizarre, enfin, il y avait des va et des viens sans cesse. Et du coup tout se perdait. Il y a eu une chose qui par contre n'a pas fait du tout l'objet d'un seul doute, c'est que les filles avaient été tuées dans leur tente. Il y avait des mares de sang qui ont été retrouvées dans la tente au pied de leur lit. Et sur les lieux du crime dans cette tente, il y a plusieurs objets qui ont été retrouvés, notamment une lampe de poche dans laquelle, dans la lampe de poche, il y avait des morceaux de journaux arrachés. Sur ces morceaux de journaux, il y a eu des tests qui ont été faits et il y a une empreinte qui a été relevée et elle correspondait à aucune des personnes qui pouvaient être présentes sur le camp ce soir-là. Qui ont été retrouvés, il y a eu aussi un pied de biche, une trace de botte ensanglantée, du scotch noir et des cheveux noirs. Il y a d'autres tests qui ont été effectués pour essayer de retrouver les potentiels tueurs, notamment des analyses gynécologiques des fluides corporels qui avaient potentiellement été retrouvés sur les filles. Mais comme je vous l'ai dit, on était dans les années 70 et ce type d'analyse n'était pas encore extrêmement développé et malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver quelqu'un en particulier, ça n'a pas vraiment donné suite, ces analyses. Je vous rassure, mais si de nos jours ça devait arriver, ce type d'analyse serait extrêmement rapide à effectuer et ça serait extrêmement précis. Seulement, là, c'était il y a plus de 50 ans, on n'avait pas les mêmes technologies et pas les mêmes savoir-faire. This was a crime scene like none I had ever been to before. The best way to describe it would be the reverence of a church. People were talking in low whispers. They were quiet. Le premier suspect qui a été interpellé, il s'appelle Jacques Schroff. Il a été interpellé à quelques kilomètres du camp. Il habitait dans un ranch et chez lui, on a trouvé exactement le même scotch, exactement la même ficelle qui a permis de ligoter les jeunes filles. Mais après son interrogatoire, toutes les preuves de son non-implication dans l'affaire ont été prouvées. Très rapidement, un nouveau suspect a été trouvé. Son nom, c'est Jen Leroy Hart, qu'on va tout simplement appeler Hart. Lui, c'est un criminel qui est très connu des services de police et il a un passé qui est extrêmement inquiétant. Hart, il a été condamné 2 fois à de la prison et il s'est échappé 2 fois de la prison. Pour sa première condamnation, il avait violé des femmes enceintes, il les avait attachées et il les avait laissées mourir dans la nature. Il y en a une seule des 2 qui a pu s'en sortir et lui, il a été condamné à de la prison. C'est à ce moment-là qu'il a réussi à s'évader de la prison. On l'a retrouvé quelques temps après, on l'a remis en prison, mais pour je ne sais quelle raison, il a été libéré. Donc ça, c'était, on va dire, sa première condamnation à de la prison. Sa seconde fois à laquelle il a été condamné à nouveau à de la prison, c'est parce qu'il a cambriolé une maison. Et pour ça, il a été condamné à perpète. Avant son viol et meurtre, il n'a pas été condamné à perpète, mais là, il cambriole une maison et il est condamné à perpète. Bref, peu importe. Une fois qu'il était en prison, là, pour ce drame, il s'est à nouveau évadé en 1973 très précisément, et depuis, il n'avait jamais été retrouvé. Nous sommes donc en 1977, comme je vous l'ai précisé, moment où il y a eu un meurtre sur le camp Scott,
et Hart est toujours introuvable. Les policiers ont trouvé quelques temps après d'avoir fait des recherches autour du camp, une grotte. Cette grotte, elle était forcément pas loin du camp et elle semblait être habitée. Et il y a des drôles de choses qui ont été trouvées dans cette grotte qui coïncident étrangement avec les meurtres qui ont eu lieu sur le camp. Il y avait sur place des photos de Hart, justement, qu'il avait durant ces années où il était en prison, des lunettes de femme, mais aussi des morceaux de journaux qui étaient arrachés, et ces morceaux de journaux, ils collaient parfaitement avec les morceaux qui avaient été, rappelez-vous, retrouvés dans la lampe, dans la tente des fillettes. Ça matchait totalement. Et en fait, justement, ces morceaux de journaux et également les photos qu'ils ont retrouvées dans la grotte, Hart, il les avait avec lui pendant qu'il était en prison. C'est pour ça qu'il y a eu un peu ce doute. Et à l'intérieur de cette grotte, il y avait une inscription qui était la suivante. Le tueur était là, juin 1977. La police a mis les bouchées doubles et ils ont retrouvé Hart quelques temps après grâce à des personnes qui ont été contraintes de dévoiler où se trouvait Hart. On est en 1979 maintenant, 2 ans après le crime, c'est l'heure du procès de Hart. Il y avait énormément de partisans justement de Hart qui étaient présents, ce qui a forcé les familles des victimes à se faire littéralement escorter en fait pour pouvoir rentrer dans le tribunal. Le procès commence et exactement comme l'enquête sur le camp, tout devient brouillon durant ce procès. Les empreintes de chaussures, de bottes qui avaient été retrouvées dans la tente ne sont pas celles de Hart. L'empreinte digitale qui était sur la lampe de poche n'est pas celle de Hart. Le test gynécologique des fillettes avait été pas concluant, il n'avait pas fonctionné. Les cheveux qui ont été retrouvés dans la tente ressemblent effectivement à ceux de Hart, mais je ne sais pas pourquoi, on n'a aucune preuve qui nous permet de dire que c'est bien les siens. Étrange. Enfin, c'est super bizarre parce que tout est complètement flou, c'est flou, c'est lunaire. Et donc, le verdict est le suivant, Hart n'est pas coupable de ces crimes. Il y a beaucoup de personnes qui ont émis l'hypothèse suivante, qui est que Hart n'était pas seul pour agir et pour faire ce crime, il était accompagné de quelqu'un d'autre, ce qui expliquerait que l'empreinte de la botte n'était pas la sienne, également que l'empreinte ADN n'était pas la sienne. De plus, il y a une chose qui paraît évidente, mais comme les 3 fillettes ont été assassinées dans leur tente, il n'aurait pas pu agir seul sans que les 3 se mettent à hurler, à crier. Donc forcément, pendant que l'un tuait, l'autre tenait les autres. Enfin, il a pas pu être seul. Ah oui, j'ai oublié, mais il y a aussi les nœuds par lesquels étaient attachées les fillettes décédées. Les nœuds n'étaient pas les mêmes, ce qui peut expliquer que les nœuds ont été faits par 2 personnes différentes. Enfin bref, c'est beaucoup d'hypothèses, beaucoup de théories, beaucoup de on-dit, beaucoup de peut-être. Pour preuve, aujourd'hui, jour où je vous tourne cette vidéo, l'affaire n'a toujours pas été résolue. Absolument personne ne sait qui a tué ces 3 jeunes filles. En 2017, de nouveaux tests ADN ont été effectués sur les prélèvements des années 1970, mais malheureusement, ces prélèvements étaient trop anciens, ce qui n'a pas permis d'en tirer une conclusion. Voilà, malheureusement, c'était trop vieux, on n'a pas pu faire quoi que ce soit des tests, malheureusement. Et depuis ce jour de juin 1977, le Camp Scott n'a plus jamais ouvert ses portes. Les seuls derniers souvenirs qui restent sont ceux d'un terrible drame, de l'assassinat de ces 3 fillettes en un soir d'orage de 1977. Vous en pensez quoi, vous, de cette histoire? Voilà, dites-moi quels sont vos avis, dites-moi ça en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec un proche à vous que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je continue à me documenter sur cette histoire. Si jamais il y a potentiellement des nouvelles choses, je vous les communiquerai sur Instagram plutôt que d'en refaire une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. C'était Théo Gordy. À bientôt.